Bon début de jeûne à tous les chrétiens et les musulmans qui nous suivent et qui démarrent de façon simultanée ce jour. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Comme chaque matin, installez-vous confortablement. Ça décolle pour 120 minutes d'émission. Au menu, ce matin sur Bonjour le Bénin, on parle de ce début du jeûne de Ramadan. On s'intéresse à la portée citoyenne de ce temps spirituel, discipline, maîtrise de soi, solidarité. Ces valeurs peuvent-elles contribuer à renforcer la cohésion sociale et la stabilité nationale? Restez avec nous pour le savoir. Le Festival international des arts du Bénin, le FINAB, ouvre ses portes dès demain à Cotonou, un grand rendez-vous de la création contemporaine qui met en lumière les industries culturelles et créatives. Nous verrons ce qui est au programme et pourquoi il faut absolument y faire un tour. Et puis, Destination Bénin également, dans cette émission, nous irons à la découverte d'une ferme écotouristique, illustration du potentiel local et nous mettrons en lumière le travail des guides de tourisme, un corps de métier en plein essor entre opportunités et défis. Restez avec nous, ne bougez surtout pas. Et puis, avant tout ceci, c'est bien entendu le bulletin d'information qui ouvre le bal avec Génial Afouda, Monsi Agboka. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver. Une question pour ouvrir ce bulletin. Va-t-on vers un partenariat entre le Haut Commissariat à la prévention de la corruption et le CES? Jacques Migan et une délégation du HCPC ont été reçus en audience hier au cabinet du président Conrad Baguidi. Était également de la partie le président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Bénin, ainsi qu'une équipe venue présenter au président de l'institution un projet d'organisation à Cotonou du Forum international des pharmaciens. Et à l'issue de cette rencontre, justement, les hôtes se sont adressés à la presse. On les suit. L'objet de notre démarche est donc de jeter les bases d'une collaboration structurée fondée sur la complémentarité de nos missions respectives afin d'intégrer plus systématiquement la prévention de la corruption dans le dialogue social, l'analyse des politiques publiques et la sensibilisation des forces vives de la nation. Nous avons l'intention d'organiser en 2027 le Forum pharmaceutique international qui regroupe près de 30 pays au Bénin. Nous avons déjà déposé notre dossier et nous attendons seulement l'accord du gouvernement pour nous accompagner pour cette activité. Nos échanges ont été très riches, très intéressants. Nous avons abordé plusieurs questions techniques, notamment la gestion des déchets pharmaceutiques sur le territoire national. Nous avons parlé du rayonnement pharmaceutique, des officines, c'est la répartition des officines sur la carte du Bénin. Nous avons aussi parlé de la disparité des prix dans les officines, qui est une question très actuelle et très pertinente. Et le président nous a aidés à mieux comprendre le problème et à envisager des pistes de solutions pour soulager les populations. Ce mardi, la justice francophone s'est donné rendez-vous avec l'excellence à la clôture des 21e assises statutaires de l'Association des hautes juridictions francophones. Le colloque international s'est achevé avec une particularité, une distinction qui célèbre la hauteur morale et la compétence. Il s'agit du tout premier prix d'excellence Mamadou Badio Camara. Il est décerné à Gilbert Vertincpon Kengbe, jeune docteur en droit, professeur à l'université d'Abomey-Calavi. Renaud Akakpo, Benjamin Denayon pour les détails. Deux figures du droit ont focalisé toutes les attentions au cours de cette cérémonie. D'abord, le magistrat sénégalais Mamadou Badio Camara, une figure d'exception dont la renommée a traversé les frontières du pays de la Teranga. Le président Mamadou Badio Camara, un magistrat de compétences avérées, un magistrat profondément attaché à la construction de l'état de droit. Grâce à lui, l'alternance au sommet de l'État au Sénégal a pu se réaliser. C'est en reconnaissance du riche héritage qu'il a légué à la postérité que ce prix d'excellence lui a été dédié. C'est pour la perpétuation de sa mémoire. C'est pour l'ériger en exemple pour les valeurs qu'il a portées que notre association a décidé de dénommer son premier prix d'excellence
prix Mamadou Badio Camara. C'est notre juridiction tout entière que vous honorez par la reconnaissance de son apport à la construction d'un constitutionnalisme africain. Elle prend une dimension profondément panafricaine en ce qu'elle dit à la jeunesse de notre continent que l'Afrique n'est pas un simple réceptacle d'idées et de modèles conçus ailleurs. À l'ombre de cette figure historique qui forçait le respect par la qualité de son parcours, Gilbert Kengbe commence à tisser sa toile. Sa production sur la déclaration dite de Bamako a conquis le jury. Monsieur Gilbert Wetekpong Kingbe, que je félicite pour sa démonstration brillante et maîtrisée sur la nature et l'économie de la déclaration de Bamako. Je voudrais exprimer ma gratitude à l'Association africaine des hautes juridictions francophones. En instituant ce prix, elles affirment que la réflexion juridique n'est pas un exercice académique détaché du réel, mais une contribution à la tenue des institutions. Le prix d'excellence Mamadou Badio Camara vise à stimuler la réflexion juridique et institutionnelle sur les grands enjeux de gouvernance dans l'espace francophone. Ils étaient 10 candidats au départ et à l'arrivée, 5 ont été gratifiés avec des parchemins et un chèque de 2 millions de francs CFA au premier lauréat. Et dans ce même décor institutionnel, une parole très attendue s'est élevée. La vice-présidente de la République, Mariam Tchabi Talata, a aussi saisi l'occasion de cette cérémonie pour saluer justement ce prix d'excellence qui porte désormais le nom de Mamadou Badio Camara, connu pour être magistrat d'exception. Extrait d'un discours qui a dépassé le protocole au micro de Renaud Akakpo, Benjamin Denayon. Votre association a eu la géniale idée d'instituer un concours qui donne droit à un prix, le prix de l'excellence. Et il était question qu'aujourd'hui, je vienne contribuer à la remise de ces prix. Cela veut dire qu'on me convient à une tâche qui m'est familière. Notre institution au niveau du pays travaille chaque année à identifier les meilleurs d'entre nous, à procéder à leur reconnaissance nationale en leur attribuant des récompenses. Le premier de ces meilleurs ou de ces dévoués à la cause qui vous unit, c'est le président Mamadou Badio Camara. Quand nous avons écouté son histoire, nous avons été profondément marqués. Il a eu un parcours exceptionnel. Il était de votre devoir, de notre devoir de l'honorer. Merci pour avoir eu cette idée géniale et originale. Je voudrais également remercier tous les lauréats. Et tous sont méritants. Que Badio Camara vous inspire, qu'il devienne votre modèle. Parce que c'est de ça que notre Afrique a besoin. De jeunes conscients de leurs devoirs, incorruptibles dans l'exercice de leurs devoirs. C'est de ça que nous avons besoin pour une Afrique plus juste, une Afrique plus unie, une Afrique plus progressive. En off, la mission d'observation de la période préélectorale se poursuit. L'Institut national démocratique était en audience ce mardi à la Sénat. Elle fera vendredi la restitution des travaux de son observation de la période préélectorale pour la présidentielle du 12 avril prochain. Aujourd'hui, 18 février, démarre un temps de recueillement pour des millions de fidèles catholiques. Mercredi des Cendres, départ de 40 jours de jeûne. Le carême commence sur toute l'étendue du territoire national. À la veille de cette traversée intérieure faite de discipline et de partage, Arnaud Adadja a tendu son micro au chargé de communication de la conférence épiscopale. Il nous en explique ici le sens et la portée. Le carême chrétien, c'est un temps de 40 jours qui prépare le chrétien à célébrer le mystère pascal. Donc c'est une période de pénitence, de jeûne et de prière qui prépare le chrétien à vivre la passion, mort et résurrection du Christ. C'est également un moment de conversion, un moment de retour à Dieu,
un moment où le chrétien est appelé vraiment à se purifier pour se mettre résolument à la suite du Christ. Ça commence le mercredi des cendres et ça prend fin le samedi saint. Carême qui va encore cette année se tenir au même moment que le jeûne musulman et pendant que l'âme se discipline, le corps lui aussi doit trouver son équilibre. Et oui, pendant le jeûne, l'estomac devient un territoire fragile. Ballonnements, brûlures, fatigue digestive sont souvent redoutés après la rupture du jeûne. Et pourtant, avec quelques ajustements simples dans l'assiette et dans les habitudes alimentaires, il est possible de jeûner sans inconfort digestif. Alors, comment composer un repas équilibré à la rupture? Quels aliments privilégiés pour limiter les troubles digestifs? Conseils pratiques pour concilier foi et bien-être avec un nutritionniste au micro de Christelle Tongodo, Odette Dossou et Patrick Niemavo. C'est la rupture du jeûne qui constitue l'étape cruciale dans le processus qui peut avoir des effets, des effets négatifs sur le tube digestif. À la fin du jeûne, il faut s'hydrater. Il faut démarrer la rupture par de l'eau, 2 grands verres d'eau ou un demi-litre d'eau et juste après consommer un bol de fruits non acides tels que la papaye, la pomme, la poire et enchaîner avec une alimentation équilibrée, un plat équilibré. Dans un plat équilibré, nous devons retrouver 50% de légumes. D'accord? De légumes. Pourquoi? Parce que l'organisme a besoin de beaucoup plus de fibres pour pouvoir assurer la digestion. Et donc, les fibres se retrouvent dans les légumes, dans les fruits et les légumes. Et ici, dans le cas du jeûne, ça doit être les légumes à eau, tels que le concombre, l'aubergine, le melon. Ces légumes à eau contiennent ce qu'on appelle les fibres solubles. Et le rôle des fibres solubles, c'est d'absorber le taux de sucre le long du tube digestif, ce qui va faire que au niveau du côlon, il n'y aura plus la présence d'un excès de sucre qui va entraîner la fermentation, qui va entraîner la production des gaz qui vont causer le ballonnement. Il faut privilégier des glucides moins complexes. Pour faire simple, vous pouvez prendre la bouillie de fonio par exemple, ce qui va vous permettre d'avoir une glycémie plus ou moins stable pour vous tenir au cours de la journée. Vous pouvez prendre la bouillie de néré avec les graines de chia, d'accord, puisque les graines de chia sont riches en fibres solubles. Donc, leur progression au niveau du tube digestif va permettre de conserver le léger taux de sucre qui se retrouve dans le fonio pour pouvoir faciliter une libération progressive d'énergie au cours de la journée. Et on en vient à ce guépard qui joue au ras du sol, mais avec l'ambition qui touche le ciel. Double champion du Bénin en équipe et demi-finaliste de la CAN 2024 de pétanque au Maroc, Roland Fagbon s'impose comme l'une des étoiles montantes de la pétanque béninoise. Portrait d'un champion discret qui prouve que la grandeur peut naître loin du vacarme des stades. On regarde ensemble. Même lorsqu'il s'amuse, Roland Fagbon garde son esprit de compétiteur. Quelques amis, un boulodrome qui ne paye pas de mine, une scène devenue quotidienne dans les rues de Cotonou. Toute la famille jouait à la pétanque, donc moi-même je me suis initié et grâce à l'aide de mes parents et tout, ils m'ont laissé jouer, ils m'ont laissé m'amuser. Mais au fur et à mesure que le temps évoluait, et les gens du quartier, ils ont su que vraiment il y avait quelque chose en moi qu'ils pouvaient utiliser. Donc c'est en ça que je me suis perfectionné en quelque sorte. Et ils ont commencé par me solliciter. Et c'est comme ça, moi-même, j'ai pris goût. Excellent au plomb quand il s'agit de pointer, à 22 ans, Roland n'est pas qu'un des 3600 pratiquants. Il est la nouvelle coqueluche de l'équipe nationale. Pour lui, tout a démarré ici, à Kondéou. Et là, je vous présente ma maison familiale qui est en face du terrain de pétanque club de Kondéou. Très vite, le talent du gaucher se révèle. Il progresse à vitesse grand V jusqu'aux premières compétitions et aux premières victoires. Tout s'emballe jusqu'au coup d'arrêt. Pas retenu pour la Coupe du Monde 2023 au pays. Ça m'a vraiment blessé. J'ai quand même passé des moments sans digérer ça. Le jeune homme, revenu plus fort de sa déception de 2023 après avoir failli tout abandonner, est enfin en sélection nationale. Rêve d'enfant
devenue réalité. Je me suis vraiment consacré aux entraînements personnels qui m'a quand même donné la chance d'être là où je suis aujourd'hui. Une demi-finale à la CAN Marrakech 2024, puis Dijon cette même année. La scène mondiale face aux meilleures nations. Roland Fagbon réalise un mondial exceptionnel, précis, serein, impressionnant. Quand il n'est pas sur un boulodrome, Roland étudie la socio-anthropologie à l'université d'Abomey-Calavi. Pour le moment, pas de carrière professionnelle dans la pétanque au Bénin. Mais le jeune homme s'emploie toujours à partager connaissances et passions de son sport aux autres. Je forme aussi des enfants, des petits-enfants, des personnes âgées. À travers lui, c'est tout un pays qui rêve à nouveau. Champion du Bénin en 2019 et en 2023. Roland a commencé à empiler les trophées depuis 2016. Désormais, le chemin semble tout tracé pour une discipline qui a su se structurer et surtout conquérir les cœurs béninois. Prochain challenge, le mondial en triplette en Malaisie en septembre 2026. Et pendant que certains brillent dans la discrétion, le foot africain, lui, il gronde. Réuni le 13 février à Dar es Salaam, la Confédération africaine de foot fait face à une vague de critiques après la finale Maroc-Sénégal. Entre polémiques disciplinaires et préparation des prochaines CAN, l'instance joue gros. Les détails, ce sera avec Hugues Zisouzouna. C'est une réunion sous haute tension qui s'est tenue ce 13 février à Dar es Salaam. Convoqué dans la foulée de la décision du jury disciplinaire concernant la finale Maroc-Sénégal, la Confédération africaine de football devait répondre à une crise qui secoue l'instance depuis plusieurs semaines. Au cœur des débats, les incidents et contestations ayant entouré cette finale entre le Maroc et le Sénégal. La décision disciplinaire très attendue a ravivé les tensions entre fédérations et relancé les critiques sur l'arbitrage et la gouvernance du foot continental. Réunis en comité exécutif, les dirigeants ont tenté d'afficher une position d'unité tout en promettant des réformes pour renforcer la transparence des commissions disciplinaires et arbitrales. Autre dossier majeur à l'ordre du jour, la Coupe d'Afrique des Nations 2027. La CAN masculine, qui sera co-organisée par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, est maintenue et jugée en bonne voie par la Confédération africaine, malgré la lenteur constatée dans certains travaux d'infrastructure. Mais en coulisses, une autre inquiétude grandit, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026, prévue en mars prochain. À moins d'un mois de l'échéance, des incertitudes logistiques et institutionnelles persistent. Si la Confédération africaine de football se veut rassurante, le climat actuel laisse planer le doute. La compétition féminine pourra-t-elle se tenir sereinement comme prévu? Le compte à rebours est lancé. Et voilà qui vient mettre un terme à ce bulletin. On espère que vous avez apprécié. Très bonne suite de programme sur Bonjour le Bénin. Voilà, c'est à vous, Jennifer. Un bulletin apprécié très certainement. Génial Afouda, mais aussi à Goka. Merci de l'avoir présenté. On se retrouve la semaine prochaine. Demain, c'est bondé. Voilà. Vous allez beaucoup nous manquer par ici. En tout cas, on se retrouve très bientôt. Mesdames, Messieurs, l'émission se poursuit. Place à présent à notre invité du jour. Je l'annonçais, ce jour marque le début du jeûne de Ramadan pour des millions de fidèles musulmans. Bien plus qu'une abstinence alimentaire, cette période ouvre une parenthèse spirituelle dans le tumulte du quotidien. Elle appelle à la maîtrise de soi, à la purification du cœur, à la patience, au pardon et au partage, mais au-delà de la dimension religieuse, quel impact cela peut-il avoir sur la cohésion sociale, la citoyenneté et même la stabilité nationale? On en parle et pour en parler, on reçoit pour vous Yakubu Malehossou. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors vous êtes homme politique, responsable associatif, mais aussi et surtout fidèle musulman. Déjà, on vous souhaite un bon début de jeûne par ici. J'espère que cela a bien commencé de votre côté. Merci beaucoup.
Ça a très bien commencé. Alors, nous entrons dans le ramadan, je le disais. Que représente déjà concrètement cette période pour le fidèle musulman? Oui, aouzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli ala Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est une manière de saluer tout le monde. Nous répondons Amin. Voilà. Non, le jeûne de Ramadan fait partie des 5 piliers de l'islam. Le premier pilier, c'est la foi en Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième pilier, c'est la prière quotidienne. Troisième pilier, c'est la zakat. Quatrième pilier, c'est le jeûne du Ramadan. C'est ça que nous avons démarré aujourd'hui. Absolument. Donc c'est une obligation pour tous les musulmans, sauf les malades. Un musulman qui mange dans la journée, vraiment cela veut dire qu'il n'est pas musulman. Et pourquoi c'est une obligation. Même ceux qui sont en voyage, avant c'était des chameaux ou bien des chevaux, maintenant c'est des voitures. Donc c'est une obligation de jeûner. Donc ça fait partie des 5 piliers de l'islam, comme je viens de le dire. Donc c'est une recommandation. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer concrètement au-delà de l'abstinence de boire et de manger? Qu'est-ce que cela représente peut-être spirituellement? Oui, et pour nous, jeûner, c'est la purification du corps. Ensuite, ça permet d'enlever nos péchés. Parce que tous les jours, nous péchons. Donc, pendant les carêmes, Dieu envoie les anges pour leur demander de nous surveiller. Il ne faut pas que nous arrivions à commettre des péchés. On peut dire que les péchés que nous avons l'habitude de commettre, on met ça sur le coup du diable. Mais pendant les carêmes, le diable est attaché. Il n'a pas le pouvoir de vous induire en erreur. Et c'est pourquoi on nous dit, bon, si tu fais quelque chose de mauvais pendant les carêmes, c'est toi-même qui as voulu. Donc, en dehors de purification du corps, c'est que nos organes, c'est une manière de les faire reposer. Chaque fois, nous mangeons nuit et jour, et il y a l'intestin, pancréas, tout ça là qui travaille. Donc, sur le plan physique, ça fait une bonne chose pour notre organisme. Donc, cela veut dire que le musulman qui refuse de jeûner, cela veut dire que il a commis une faute grave. Grave, très, très grave. Excusez-moi, les femmes qui ne sont pas chez nous, bon, qui ne sont pas propres, ces femmes-là peuvent... En menstruation, hein, pour autant dire. C'est ça. La femme-là ne peut pas jeûner. Mais après avoir terminé 7 ans de règles, elle va jeûner. Bon, les malades, ceux qui sont dans les hôpitaux, qui ne peuvent pas jeûner, il est recommandé de donner à manger à un jeûneur qui n'a pas de moyens. Donc, en dehors de tout ça là, c'est une obligation de partager. D'accord. Et justement, nous en venons aux valeurs. Quelles sont les valeurs centrales que cette période cherche à renforcer chez le musulman? Il y a le partage certainement au cœur. Oui, il faut partager. Mais il y a aussi quelque chose que nous devons comprendre. Un jeûneur qui est en querelle avec son ami et vous n'avez pas l'habitude de dire bonjour, c'est le moment de tout faire pour se pardonner. Donc, c'est une grande valeur. Tu trouves ton ami, il t'a insulté, il t'a fait des choses mal et vous se dépassez. C'est interdit. Et c'est le moment aussi de réconcilier les couples. Tu sais que tu es à côté d'un couple, ceux-là ne s'entendent pas. Pendant les carêmes, tu dois tout faire pour les réconcilier. Mais même sur le plan politique, tu ne dois pas injurier
ton adversaire politique. C'est interdit. Si tu trouves un musulman en train d'insulter son frère politicien, celui-là n'est pas musulman. Même lorsque moi j'étais à l'Assemblée, j'évite de trop parler là-bas. Parce que si tu parles trop, tu risques de dérailler. Et tu vas rester là, tu dis que tu as jeûné, or ce jeûne-là n'est pas accepté. Donc cela veut dire qu'il y a beaucoup de valeurs dans le jeûne. Et on se rend compte, hein, quand vous parlez, lorsque je prends l'exemple par exemple de réconcilier un couple, ces valeurs, ces recommandations-là, comme je le disais, je peux citer la maîtrise de soi que vous avez évoqué, la patience, le pardon, le partage, s'applique non seulement à soi, mais également à son entourage. Est-ce que l'entourage qui n'est pas, excusez-moi, musulman est concerné? Est-ce que je peux réconcilier un couple qui n'est pas de la même obédience religieuse que moi? Oui, c'est une obligation. La personne n'est pas musulmane. Il est créature de Dieu, ou bien elle est créature de Dieu. Donc, si tu vois que ceux-là ne s'entendent pas, tu es obligé de les réconcilier. De moins si tu n'es pas au courant. Mais si tu es au courant, tu dis que bon, il n'est pas musulman, elle n'est pas musulmane, pourquoi je vais me mêler de leurs affaires? C'est des graves péchés. Mais en dehors de ça aussi, nous les musulmans, nous devons savoir que si on dit d'être généreux pendant le mois de jeûne de Ramadan, ce n'est pas aux musulmans seuls qu'il faut partager, non. Ceux qui sont à côté de toi, tu es obligé de leur partager. Et il y a beaucoup de nos citoyens, à cause de ce partage-là, ils deviennent musulmans. Moi, j'ai beaucoup de cas. Parce que le musulman doit se montrer que sa religion est une religion de paix et de pardon, de partage. Mais si tu es musulman, tu as des moyens, pourquoi ne pas aider les autres? C'est le moment d'aider les plus démunis, ceux qui sont en prison, ceux qui sont dans les hôpitaux. Nous, notre fondation, c'est le moment que nous avons l'habitude de rendre visite aux prisonniers pour leur donner quelque chose. Nous avons des musulmans là-bas qui doivent jeûner et ils ne peuvent pas. Donc ce n'est pas affaire de fondation, sauf de religieux. Personnellement, vous qui êtes là, si vous avez des moyens, vous pouvez aider les plus démunis. Mais nous constatons qu'il y a des gens qui ont des moyens et en ce moment-là, tu ne peux pas les appeler. Ils bloquent leur téléphone. Ça, c'est que tu n'as pas le jeûne là, ce n'est pas exaucé. Donc, ton téléphone doit être ouvert comme d'habitude. Mais tu dis pendant les carêmes, les gens vont commencer à me gêner. Et c'est hors zone. Vraiment, ça fait aussi partie des graves péchés que nous devons éviter. Et lorsque justement toute une communauté, parce qu'il y a quand même un certain nombre de fidèles musulmans, est dans cet esprit-là, cet esprit de retenue, cet esprit de générosité, qu'est-ce que cela peut produire socialement? En quoi ça peut impacter, je dirais, notre environnement immédiat? Ah oui, c'est ça c'est que en ce moment-là, c'est que nous, on appelle zakat. Zakat, c'est quelque chose que tu vas prélever de ce que tu as gagné. Ce n'est pas le bénéfice de ton commerce. Si tu as 1 million de francs de commerce, en ce moment-là, tu es obligé d'enlever 2,5%, qui fait à peine 25 000. Donc, ceux qui sont à côté de toi, qui cherchent 10 000, 5 000, 20 000 pour faire du petit commerce, c'est en ce moment-là qu'il faut les aider. Et sur le plan social, je crois que ça va régler beaucoup de problèmes. Donc, le zakat, là, c'est une obligation pour les musulmans. Si tu es en train de jeûner et tu n'arrives pas à enlever de zakat, cela veut dire que votre jeûne, là, c'est 0 plus 0 égale 0 noyé complètement. Il faut partager ce que Dieu vous a confié. La richesse, c'est Dieu qui nous confie. Ce n'est pas la force qui est. Il y a beaucoup qui font des choses en cachette. Moi, pendant les carèmes, il y a, par exemple, le président de la République, le président Patrice Talon. Il envoie des vivres aux imams.
mais il nous dit de ne pas publier son nom. Je dis maintenant Cela parce existe qu'il est sur en le train de plateau. partir. C'est D'accord. pourquoi j'ai profité. Donc, il y a le remerciement de toute la communauté musulmane du Bénin. Parce qu'il a trop fait pour la communauté. Et les fidèles, je dis encore les fidèles, qui n'aiment pas prier pendant le jeûne de Ramadan, leur jeûne n'est pas accepté. Si tu es en train de jeûner, tu dois prier à l'heure. C'est ça. 5h30 du matin, 13h30, 16h ou bien 15h30, 19h, 20h. Et Tarawi, la prière qu'on appelle Acham, c'est une obligation à tous les musulmans de faire ça. Ça fait à peine 10 rakas, à peine 1 heure de temps. Mais nous constatons qu'il y a des musulmans qui n'aiment pas aller dans les mosquées, rester chez eux 2 à 3 pour prier. Ça n'a pas de bénéfice auprès du Créateur. Absolument. Donc je tiens quand même à leur expliquer À ça. le préciser, on l'aura compris. Et on parlait justement de ce renforcement-là du tissu social, du bien-être, du vivre ensemble. Mais et en ce qui concerne, je dirais, le sens de la citoyenneté, parce que nous sommes dans une nation quand même au quotidien, lorsqu'on arrive à se maîtriser, quand on est d'une façon ou d'une autre dans une position politique, et est-ce que cela favorise une cohésion nationale? Ah oui, c'est le moment pour les politiciens de se réconcilier. Parce que le Bénin est un indivisible. Maintenant, à cause de la politique, on ne s'entend pas. Ceux-là ont intérêt à s'entendre, même s'ils ne sont pas des musulmans. Les chrétiens aussi sont en train de jeûner. Et si on dit jeûne, c'est demander pardon auprès du Créateur. C'est la purification. Donc ceux qui ne s'entendent pas, vraiment, nous leur demandons de voir à cause de Dieu pour se réconcilier. Sinon, vraiment, ça ne va pas. Et qu'est-ce que les leaders religieux, j'ai envie de dire, ou communautaires font dans ce sens pour un temps soit peu? Est-ce que vous sensibilisez les fidèles? Est-ce qu'il y a des séances qui sont organisées en cette période pour promouvoir tout cela? Oui, ça, c'est le devoir des imams. D'accord. Moi, je suis médiateur de la communauté musulmane du Bénin. D'accord. Depuis une semaine, j'ai reçu beaucoup de plaintes. Et je suis en train de les réconcilier. D'accord. Nous, on était à Kandi la semaine passée. Bien sûr. Pour réconcilier les musulmans, leur donner conseil comment il faut vivre pendant le jeûne de Ramadan et comment cohabiter avec ceux qui ne sont pas des musulmans. Notre pays est laïque et c'est une obligation de tout faire pour démontrer que notre communauté, la communauté musulmane, c'est une bonne religion, c'est une religion de tolérance et de paix. Ce n'est pas par la bouche qu'il faut démontrer. En action, nous devons démontrer cela. Nous avons des députés musulmans, non musulmans. Il faut qu'ils restent ensemble. Quelles que soient les opinions oui. Si tu es opposant ou mouvancier, il faut rester ensemble. Mais il n'y a pas que les députés ou il n'y a pas que les personnes qui sont politiquement engagées. Il y a également les simples citoyens qui, d'une façon ou d'une autre, ont une telle ou une autre coloration. Ah oui, ça c'est vrai. Tout le monde est concerné? Oui, ça, ce n'est pas seulement les députés. C'est une manière de parler, même en famille. En famille, il faut tout faire. Il y a des familles, il y a des opposants dedans, mouvanciers dedans. Bien sûr. Il faut qu'on se réconcilie. Ce moment de carême, c'est la priorité c'est la priorité et au bien-être, à la cohésion. Et réconciliation. À la réconciliation. C'est une obligation. Parce que si on est en train de jeûner et tu as encore de rancune dans ton cœur, cela ne sert à rien de jeûner. Donc il faut tout faire pour se réconcilier les uns avec les autres. Et c'est ça que on nous a recommandé. Et à la fin de ces, je pense que c'est 30 jours de jeûne, c'est bien ça? 30 ou 29. Ou 29. À la fin, qu'est-ce qu'il doit advenir de tous ces changements, ces réconciliations, ces demandes de pardon? Est-ce qu'on arrive à maintenir ou est-ce que la chair est faible? On peut céder et l'année prochaine, on rattrape tout ça? Oui, c'est un peu compliqué. D'accord. Il y a beaucoup de musulmans. Après le jeûne, c'est fini.
Oui. Ils retournent à leur ancienne habitude. Nous sommes dans la même famille, nous avons des opinions divergentes. Ce n'est pas normal. Je tiens jusqu'à la fin du ramadan et puis après, on reprend nos habitudes. Je vais vous donner un exemple. D'accord. Il y a des musulmans qui consomment de l'alcool. C'est interdit. D'accord. Et si tu vas à des lieux vraiment, là où il y a beaucoup de musulmans, en ce moment-là, ceux qui ont des buvettes pleurent. Ils ne vendent pas parce qu'il y a des musulmans qui viennent boire. Oui. Mais après avoir terminé le jeûne, pourquoi recommencer à boire? Pendant les carêmes, tu as cessé de boire. Tu as cessé de commettre des addicteurs. Mais après carême, on retourne à faire les mêmes choses. Ce n'est pas bon. Les imams sont appelés à leur donner conseil. Ce que tu es en train de fuir, ce n'est pas après carême maintenant que tu vas dire que j'attends, la chose viendra me prendre. Non, ce n'est pas bon. Donc ce n'est pas normal. Ça c'est dans toutes les religions. Hein. Ce n'est pas les musulmans. Et pendant les carèmes, on finit, c'est fini. Même la prière. Il y en a qui prient, mais si on finit le jeûne de Ramadan, c'est fini. On ne prie plus. Absolument. Il y en a beaucoup. Il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse parce que nous avons des enfants qui vont prendre notre relève demain. Donc, dans toutes les familles, il y a des enfants qui nous suivent. Ce que tu es en train de faire, c'est comme ça. Moi, mes enfants ne connaissent pas ce qu'on appelle l'alcool. Ils n'ont jamais donné à quelqu'un. Par contre, il y a leurs amis qui font la même. Ils disent non, moi, mon papa ne m'a pas appris comme ça. Donc, c'est tout le monde. Si Dieu a interdit quelque chose, c'est pour toute la communauté. Ce n'est pas seulement des gens choisis, alpha ou imam, non. Ceux-là. Et il faut écouter les prêches. Je demande aux musulmans d'aller dans les mosquées en ce temps. Après 13h30, les imams donnent des conseils. C'est ça qu'on appelle prêche. Comment tu vas vivre? Tu es en difficulté. Comment tu vas faire pour réussir? Ils n'ont qu'à attendre pour écouter. Au lieu de dire, bon, j'ai fui, on dit Salatu wa Nabi Karim, on va seulement chez toi. Comment tu peux écouter les paroles de Dieu? Tu ne peux pas. Mais il faut rester dans les mosquées pour écouter les conseils des imams. Alors, quand on applique bien tout cela, quand on est vraiment en règle et pas en porte-à-faux en cette période, quels sont les bénéfices qu'on peut en tirer? Les bénéfices, moi, je ne peux pas dire que avec ça, tu deviendras riche, c'est faux. D'accord. Non, du tout, du tout. L'argent, c'est Dieu qui donne. La richesse, c'est Dieu qui donne. Et il donne à qui il veut. Tu peux pratiquer les saintes prières, ou bien tu ne peux pas pratiquer, tu ne bois pas, ou bien tu bois. Non, si Dieu t'a donné, il t'a donné. Mais après, tu vas rendre compte. Absolument. Ça, c'est vrai. Donc, cela veut dire que il y a beaucoup de changements quand même. En dehors de ces choses-là, tu as un problème sérieux. Et en ce moment-là, il faut mettre ce problème-là dans la main de Dieu. Wallahi, avec les 29 ou bien 30 jours-là, au lendemain, il doit y avoir changement. En tout cas, nous, on a fait et on a gagné. On le souhaite à tous ces fidèles musulmans qui nous suivent, de peu importe d'où vous nous suivez, appliquez, adonnez-vous bien à l'exercice et puis je suis sûr qu'on en tirera profit. Chacun n'a qu'à confier son problème ou ce qui le préoccupe à Dieu en cette période. On ne va pas vous laisser partir sans un message peut-être à l'endroit de toute cette communauté-là qui vous suit ce matin. Oui, nous sommes en train de partir vers une élection, l'élection présidentielle. Je demande à tous les imams de prier à ce que les élections se passent dans les meilleures conditions. Nous ne voulons pas de violence dans notre pays. On a prié pour les élections législatives et communales. Il faut que cela continue. Je dis ça en tant que président de la Fondation Malheureux, c'est notre devoir. Donc, les élections vont se passer dans la paix et dans la quiétude. Et que
tout le monde, nous allons réussir dans le pays. Et nous répondons Amin, Amin, c'est amin. bien cela. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau, honorable Yakubu Malerossou. Je rappelle que vous êtes homme politique, responsable administratif, associatif, et surtout fidèle musulman. Et on l'a appris, médiateur également. Médiateur de l'Union islamique du de Bénin. l'Union islamique du Bénin. Il était question du carême musulman et de la mobilisation citoyenne qu'elle apporte à la stabilité nationale. Place à présent au prochain plateau événement à la une avec Patrick Diossou. Voilà, Patrick Diossou qui s'installe donc avec tous ses invités. Bonjour Patrick. Bonjour, Jennifer TV. Alors, c'est la période de carême, elle a bien démarré, tout a bien démarré chez vous? Oui, tout a bien démarré. D'accord. On est en concentration pour pouvoir atteindre le Nirvana. Absolument, on vous le souhaite, hein, on l'atteindra certainement. Alors aujourd'hui, dans Événement à la une, nous avons différents sujets au menu. Oui, nous avons différents sujets dans Événement à la une. Aujourd'hui, nous allons commencer à parler d'un événement qui va commencer le 20 prochain. Le 20. Oui, le FINAB, le Festival international des arts du Bénin. Alors le FINAB, ce n'est ni demain ni aujourd'hui, c'est le 20. C'est donc, le 20. Vendredi prochain. Vendredi prochain. Oui. Mais avant le vendredi, il y a un événement qui a lieu demain. Demain, 19 février. 19 février, ça nous rappelle quelque chose, une date précise. On va revenir sur cette date, mais avant de revenir sur cette date, pour cet événement, je vous prie de suivre un petit extrait de quelque chose qui va nous planter le décor. On suit. La jeunesse béninoise marche fièrement, remplie de vaillance comme un régiment. Nous sommes des militants et quoique très jeunes, montrons que nous sommes l'espoir de l'Afrique. La jeunesse béninoise marche fièrement. Oui, la jeunesse béninoise marche fièrement. Elle marche tellement fièrement qu'on est avec Gershon Agboakounou, qui est le président du Parlement des jeunes du Bénin. Bonjour. Bonjour, monsieur Patrick. Alors, en tant que président du Parlement des jeunes, la jeunesse béninoise est en train de marcher fièrement. Fièrement pour un événement qui va commencer demain. C'est un mouvement pour la paix. Dites-nous, qu'est-ce que c'est et pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé cet événement? D'accord, merci beaucoup. Et comme vous l'avez dit à l'entame, la jeunesse béninoise marche fièrement. Oui. Et l'événement que nous avons demain, c'est le lancement officiel de la campagne Jeunesse en mouvement pour la paix, qui fait partie d'un vaste projet, un projet qui est porté par le réseau des jeunes béninois de la diaspora, et en partenariat avec le Parlement des jeunes du Bénin, l'association mairie des jeunes du Bénin et la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Ah, c'est beaucoup de partenaires. C'est beaucoup de partenaires parce que justement, là, nous parlons des jeunes. Oui. Et les jeunes, nous devons travailler de concert, nous devons travailler ensemble afin que l'objectif que nous avons, c'est-à-dire de prévenir les conflits électoraux, surtout de sensibiliser les jeunes sur leurs devoirs en période électorale, soit atteint. Oui, et donc l'objectif, c'est pouvoir être dans la paix. Bon, alors comment ça va se dérouler? Qu'est-ce que c'est cet événement? Est-ce que c'est juste une conférence? Est-ce que c'est une rencontre entre jeunes? C'est un pique-nique? Qu'est-ce que c'est? D'accord. Déjà, comme je le disais, c'est un vaste projet, un projet qui est subdivisé sur deux pans. Premièrement, il s'agit d'une plateforme numérique. Ah, une plateforme numérique qui permettra de recueillir les attentes des jeunes. Parce que là où nous sommes actuellement, nous sommes à quelques mois des élections présidentielles, ce qui voudra dire que les jeunes, en tant qu'acteurs phares de ces élections, doivent également déjà exprimer quelles sont leurs attentes vis-à-vis des présidentiables, s'impliquer davantage à travers ce processus-là, c'est-à-dire cette plateforme, afin de comprendre quand même que leur voix est écoutée. Parce qu'aujourd'hui, quand on vient au Bénin, justement, je crois que nous avons encore un travail à faire en ce qui concerne la conscience même que la jeunesse a
en ce qui concerne sa responsabilité, son implication, son engagement quand on vient sur les questions de participation citoyenne, quand on vient sur les questions de participation électorale. Donc c'est une plateforme qui permettra déjà aux jeunes de pouvoir s'impliquer, de donner quelles sont leurs attentes vis-à-vis de ceux qui aspirent à devenir président de la République. Mais non seulement ça, le projet nous permettra également d'aborder une tournée nationale, une tournée qui nous permettra d'aller dans 15 communes, des communes qui sont choisies sur la base de critères bien spécifiques. Et nous irons dans ces communes pour pouvoir rencontrer à travers des dialogues communautaires, à travers des focus group, les jeunes, échanger avec eux et surtout les sensibiliser sur leur rôle et l'importance que cela doit avoir dans le contexte actuel. Oui, et la plateforme sera lancée demain, c'est ça? Oui, bien justement, nous avons prévu un lancement officiel pour le projet. Donc, c'est le lancement officiel qui est prévu pour demain. Donc, c'est le lancement même du projet Jeunesse en mouvement pour la paix, qui va se tenir à l'université d'Abomey-Calavi et plus précisément dans la salle audiovisuelle de l'EPAC. Oui, salle audiovisuelle de l'EPAC, Université d'Abomey-Calavi. Ça, on connaît donc le lieu. À quelle heure ça va commencer demain? Ça va commencer à 10h précises. 10h précises. Et les jeunes sont maintenant en train d'être très ponctuels. C'est ce que vous m'avez soufflé tout à l'heure en coulisses. En dehors des jeunes, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent assister, pourquoi pas participer? C'est ouvert à tout le monde. Nous parlons de la question de la tranche. Oui, peu importe la tranche d'âge, mais il faut déjà retenir que nous visons essentiellement les jeunes parce qu'ils sont des acteurs phares de ces élections. Absolument. Et ils doivent le comprendre. Ils doivent comprendre quelles sont leurs responsabilités, qu'est-ce qui est mis en place et quel peut être leur apport en ce qui concerne les attentes que nous avons vis-à-vis des présidents ou le président qui va venir prochainement. Et en dehors de l'élection présidentielle, est-ce que ça va continuer cette plateforme et peut-être recueillir d'autres thématiques ou est-ce que ce sera une autre chose sera mis sur pied? Nous allons recueillir les attentes de la jeunesse, mais au-delà, nous allons élaborer un mémorandum. Un mémorandum de la jeunesse qui nous permettra de faire un plaidoyer par la suite au niveau, des présidentiables. Donc l'objectif que nous visons à travers cette plateforme, ce n'est pas seulement de recueillir, mais c'est de recueillir pour par la suite pouvoir les exploiter. Exploiter cela pour pouvoir rédiger un mémorandum qui servira maintenant d'outil de plaidoyer parce qu'on aura envoyé ça aux acteurs politiques, on aura envoyé ça aux candidats et on pourra également envoyer ça aux différents acteurs qui peuvent apporter une plus-value dans la concrétisation des objectifs que nous nous sommes fixés. Super, ça c'est bien. Mais vous aviez parlé de la plateforme comme premier élément. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui font partie de ce projet? Oui, je l'avais déjà dit, il s'agit d'une tournée nationale qui consistera à visiter 15 communes. Nous allons dans le Vous n'avez pas encore la date pour la tournée, il n'y a encore rien de... la date n'a pas encore été définie, mais ça va bientôt sortir. Mais en ce qui concerne déjà le lancement officiel du projet, c'est demain. Et ça va commencer demain à 10h00. Et nous allons définir en fonction des dispositions pratiques quelle sera la date et comment est-ce que la tournée va s'organiser. Parce que vous le savez, c'est beaucoup de détails, des choses qu'il faut prévoir, des choses qu'il faut calculer. Donc on ne saurait juste envoyer ça comme ça, sans prévoir, sans calculer. Et être bien sûr de sa date. Oui. Merci, je crois qu'on a fait le tour. Merci. Donc rendez-vous demain, tous les jeunes et tous les moins jeunes ou plus jeunes sont invités. Ça tout le monde est invité. Absolument tout le monde parce que la paix, c'est notre chose à nous tous. Et comme le disait l'ancien président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et ce comportement-là, déjà, ça doit se ressentir à travers les actions que nous menons actuellement en cette période et également les actions que nous ferons au-delà. Donc justement, le réseau des jeunes béninois de la diaspora, le Parlement des jeunes avec Didier Lando, la Fédération nationale des étudiants du Bénin, c'est dans cette logique que nous nous inscrivons et nous voulons non seulement être des acteurs pour la période préélectorale, mais également pour la période post-électorale, ce qui se remarquera par déjà ce document, ce mémorandum qui sera rédigé et également le plaidoyer qui sera fait par la suite. Oui. Les jeunes s'engagent, on va s'engager avec eux. Nous sommes déjà très engagés. Oui, mais merci. Vous n'êtes pas moins jeune, hein, Patrick? Oui, la jeunesse, c'est dans la tête. Bon, alors, merci Gershon, merci pour ce passage. Il y a un mot de la fin?
Mon mot de fin, ça sera de dire à toute la jeunesse qu'aujourd'hui, nous avons une vraie responsabilité, celle de nous impliquer davantage, celle de participer, parce que le développement même du Bénin, ça commencera par le développement de sa jeunesse, aussi bien sur le plan intellectuel, aussi bien sur le plan de la participation citoyenne et absolument sur tous les plans. Donc le rôle et la responsabilité que nous avons aujourd'hui en tant que jeunes Béninois, c'est plus seulement d'avoir le titre de citoyen, mais c'est de pouvoir participer activement à travers ce que nous faisons, à travers ce que nous pensons et à travers notre manière maintenant de contribuer au développement national. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons la vision 2060 qui est là et qui, une fois encore, appelle la jeunesse à travailler, à être cette génération qui se lève à travers l'action et qui impacte pour le développement de notre nation. Merci. Merci beaucoup. Merci pour le coucou à la vision 2060 parce que la vision 2060, c'est la jeunesse, c'est pour vous. Oui, c'est pour tout le monde, mais surtout pour la jeunesse. Merci. C'est le futur. Alors, oui, c'est le futur. Vous avez parlé de développement intellectuel. Nous allons continuer avec un autre invité. Développement intellectuel, développement culturel, développement de tout ce qu'il y a comme action en l'être humain. Et pour pouvoir faire ce développement culturel, nous avons un festival, le Festival international des arts du Bénin. Un festival qui va nous permettre, nous tous, de rester connectés avec tous les arts du Bénin. Et nous allons directement à la découverte de ce festival avec cet élément que nous allons suivre tout de suite. Le Festival international des arts du Bénin FINAB est de retour pour sa 4e édition, 4 fois plus festif, 4 fois plus artistique et 4 fois plus coloré. Du 20 février au 1er mars à la plage Family Beach, plongez dans 10 jours d'expériences uniques, concerts, spectacles, expositions, performances artistiques, masterclass, conférences débats, projections de films, festival de grillades d'art culinaire et bien plus encore. Un petit point là comme ça, joli. Un peu là comme ça. Non, je suis trop belle, c'est pas normal. Oui, ce n'est pas normal d'être trop beau, trop belle. Oui, donc apprêtons-nous pour le FINAB. Oui, on s'apprête pour le FINAB. Et pour s'apprêter pour le FINAB, nous recevons un consultant du FINAB, nous recevons un responsable du festival, nous recevons quelqu'un qui est le représentant au Bénin de Visa for Music qui se déroule au Maroc. Il s'appelle Aristide Agondanou. Oui. Bonjour. Bonjour à vous et merci beaucoup. Je suis Aristide Agondanou, le directeur artistique du Festival international des arts qui sublime les 7 filières d'art reconnus par l'UNESCO et aussi les arts qui commencent par se créer au niveau du numérique. Et puis, il y a d'autres jeunes qui créent des jeux pour montrer ce que fait, c'est-à-dire créer les jeux compte tenu du concept du festival. D'accord. Ouais. Donc, c'est un festival qui prend pied dès, je dirais, l'ancienne mouture de la culture des arts et qui entre dans la nouvelle mouture avec les jeunes. Oui, alors, quelle est l'innovation pour 2026 ? Ça fait déjà la 4e édition. Oui, c'est la 4e édition. D'abord, à chaque édition, on essaie de mettre les feux sur une discipline. D'accord. Et cette année, c'est la mode. La mode, bien vrai que le festival commence à partir du 20 au 1er mars, mais néanmoins, il y a des activités off de la mode qui a déjà commencé. Et déjà aujourd'hui, il y a les rencontres des acteurs, ceux qui animent le milieu de la mode, et qui vont se rencontrer tout à l'heure et échanger. Et dans ce cadre, nous avons invité des stylistes de partout dans le monde et surtout le Baobab, qu'on ne cite plus,
qui est très connu mondialement, qui est Alpha-Dy. Oui. Il sera là. Alpha-Dy qui est là presque, oui. Ah oui. Un grand nom. C'est un grand nom. Et il va donner des formations. Parce que le festival, le FINAB n'est pas seulement événementiel. Et Alpha-Dy, comme le disait Patrick, qui a déjà répondu une fois et qui fait beaucoup. Pourquoi quand même avoir pensé à ce baobab-là, comme vous le disiez? Oui, à la première édition, il était là. Oui. Et il est en même temps conseiller du FINAB. D'accord. Et comme c'est la mode, on ne peut pas parler de la mode en Afrique, au Bénin, sans parler d'Alpha-Dy, sans parler de Lolo Andoche. Oui. Tu vois, et puis tout le reste. Donc, vous savez, le festival n'est pas seulement de l'événement ou la musique, non, non, non. C'est aussi un lieu d'information et un lieu de formation. Oui. Et à part les activités d'animation, il y a le volet scientifique. D'accord. Et par rapport au thème, on essaie d'inviter parce que chaque année, il y a un thème. Nous passons sur plusieurs festivals dans le monde. Ah, d'accord. Dans le monde. Oui. Et on invite les experts pour échanger avec les Béninois, avec nos... Parce que, vous savez, l'artiste crée, mais il y a une équipe managériale qui transforme le produit artistique en produit économique. Oui. Donc, si ceux-là ne sont pas bien formés, l'artiste va moisir. Oui. Le bien aussi artistique va aussi moisir. D'accord. Donc, il faut, pour améliorer notre écosystème, on a besoin des autres. D'accord. Donc, on invite tous ces directeurs de festivals, les experts, les universitaires de partout dans le monde qui viennent. Oui. Cette année, on a 18 pays. Waouh. On a 18 pays, oui. Des États-Unis, du Canada, du Sénégal, Guinée-Conakry, Burkina Faso, Mozambique. Et ces messieurs viennent échanger. Eux aussi ont besoin du Bénin. Oui. Parce qu'on veut ou pas, le Bénin, un carrefour des arts. Oui. Donc, il faut qu'on en profite. Et il faut permettre à ceux-là qui animent le milieu artistique d'être outillés. Et on n'a pas de grandes écoles qui forment les artistes, les artistes, les promoteurs. Les promoteurs, les animateurs de l'écosystème. Oui. On n'a pas ces grandes écoles. Mais on peut boucher les trous. Oui. Donc pour boucher les trous, le FINAB a décidé d'inviter des experts qui sont un peu partout dans le monde. Oui. Donc, vous avez FESPACO, les messieurs de FESPACO, les décideurs de FESPACO, les têtes pensantes de FESPACO qui seront là pour les acteurs de cinéma. Oui. Et on me dira que c'est un foutou. Oui, c'est un foutou parce qu'on s'est inspiré de Dantokpa. Okay. D'accord. Parce que dans Dantokpa, vous avez... quand vous êtes sur le pont, vous regardez Dantokpa, c'est un désordre. Oui. Mais quand tu rentres à l'intérieur, là où on vend les tissus, tu ne verras pas les vendeurs de poissons. C'est bien organisé, c'est bien classifié. Oui. Donc, sur ce, ça permet aux visiteurs, surtout pour le Béninois, pour que les gens viennent au Bénin. Parce que c'est pour la visibilité du Bénin à l'international. On dit souvent que là ouvre toutes les portes, mauvaise bonne. Donc, c'est important pour les pays du Sud, dont le Bénin, de développer l'industrie culturelle, artistique. Oui. Et ça permet l'évolution, l'émergence des artistes. Oui. Tu vois? Donc, il y a ces pays, à part parce que l'événement va se passer à Family Beach. Oui, Family Beach, oui, c'est le lieu. Oui, c'est le lieu. On l'a suivi tout à l'heure. Oui, c'est le lieu. Mais c'est le lieu principal. Il y a des lieux. Oui, par exemple, à l'Institut français, il y a des projections de films, il y a des pièces de théâtre, il y a aussi, qu'on appelle, tout ce qui est keynote, les speed meetings, les rencontres B2B, parce que c'est un marché. Après tout, c'est un festival marché. D'accord. Où les gens viennent faire leur marché, parce qu'il y a des collectionneurs qui vont rencontrer les peintres et faire leurs affaires. Oui. Il y a des managers, des tourneurs, des directeurs de festivals
qui viennent rencontrer des artistes vis-à-vis, discuter avec eux, discuter avec leur manager pour faire leur programmation. Oui. Donc, on a à Parakou, il y a des événements qui vont se passer à Parakou. Précisément au centre culturel, au centre, l'Institut français de Parakou, oui. Où il y aura des projections de films, il y aura des danses. Et maintenant, à Abomey, nous avons aussi des projections de films, la danse et la musique à Ouida et puis à Porte-Novo. Oui. En plus de ça, nous avons aussi les DEI. Par exemple, on aura Nigeria Day. Et là, je voudrais citer une troupe là, qui est une troupe qui développe le patrimoine culturel du Nigeria et puis de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Tu vois? Et c'est la troupe au Kachama. Au Kachama. Oui, donc la troupe sera ici dans le cadre du Nigeria Days. Oui. Il y a aussi qu'on appelle Togo Days, le Libanais Days, oui. Le Maroc Days. Oui. Donc, eux, ils viennent aussi avec leur richesse artistique. Oui. C'est-à-dire la musique, le théâtre, la danse et tout ça. Là. Et déjà, pour les Béninois, on a invité une grande dame. Oui. Qui a déjà commencé par, qui donne une formation en danse. Et il y a aussi la partie exceptionnelle qui est la partie où on distingue ceux-là qui ont épaté le milieu culturel, tant béninois que mondial. Oui. Donc, on les distingue. C'est lourd. Oui. C'est lourd, ce n'est pas un festival d'une discipline. Oui. C'est lourd et c'est vaste. Et surtout, c'est la formation. Oui. La formation de nos acteurs culturels. Oui. D'accord. Oui. C'est ça qui peut permettre à l'évolution, à l'émergence de nos artistes. Merci, merci. Merci. Oui, le directeur artistique du FINAB, on est avec lui, Aristide Agondano. Oui. Merci pour toutes ces informations qui nous permettent d'attendre le FINAB avec foi et joie. Oui. Et nous savons que dès vendredi, ça va commencer. Oui. Mais déjà, vous avez parlé de la spécialiste de la danse. Elle sera certainement avec nous ici sur ce plateau demain. Vous nous l'avez promis. Oui. Donc, merci Aristide Agondano. Merci pour vous. Merci pour tout ce que vous faites pour les artistes, pour la culture béninoise. Et je souhaite au Bénin, parce que c'est la chose du Bénin, il faut qu'on démontre à la face du monde que le Bénin, c'est un pays culturel, un pays qui est jonché de la richesse culturelle, qu'on peut bien même coloniser le monde avec notre art. Ah, absolument. Ça c'est beau. On peut coloniser, le Bénin peut coloniser le monde avec son art. Tout à fait. Merci. Et pour continuer cette colonisation, il y a eu quelques années où on a commencé une certaine colonisation. C'est nous seuls, c'est le Bénin qui a fait cette différence avec une conférence qui a replanté les bases de la démocratie. Du 9 février, vous vous rappelez, demain, c'est le 19 février, mais on est en route vers le 19 février. Et on est sur l'autoroute de la conférence nationale. Et sur cette autoroute, nous allons faire écouter quelques bribes de cette chanson que le Baobab Saboran a chanté, a exécuté pour rendre hommage aux forces de l'ordre. Merci de le suivre.
Alors, bonjour Ghislaine. Bonjour Jennifer, voilà. Ouais, on ne peut pas entendre cette sonorité. Sans danser, vous m'avez contaminé, Ah, ben vous oui, êtes entré en danse et j'ai suivi, j'ai bien dansé cette fois-ci. Hein, oui, aujourd'hui, vous m'avez vraiment agréablement surpris. N'est-ce pas? Ah, bravo pour Je me fais le banc. Ah, voilà. Merci Ghislaine, et nous sommes encore aux mêmes couleurs, hein, finalement. Bizarrement, je n'ai pas compris. Est-ce que vous dormez dans mon esprit ou c'est moi qui dors? La Réalo aussi a fait le constat, elle nous le souffle pardon, à l'oreillette. On va vous installer, n'est-ce pas? C'est pas le facile, temps que vous c'est pas repreniez facile. vos esprits, moi aussi. Voilà, alors c'est parti tout de suite pour Bénin en mouvement avec Ghislaine Adimi. Dans Bénin en mouvement aujourd'hui, il ne s'agit pas de danse, non. Il ne s'agit pas de danse. Qu'est-ce que vous en savez? Bénin en mouvement, c'est aussi la danse. Absolument, je suis d'accord. Bénin en mouvement, c'est la destination Bénin. Et la destination Bénin, c'est aussi la danse et notre culture. Absolument. Ça fait partie de notre patrimoine, la richesse de notre patrimoine. Et nous en avons vraiment de cette richesse. En tout cas. Je suis bien d'accord avec vous. Alors, on fait un petit tour, n'est-ce pas? On va faire un petit tour. Un petit tour touristique. Absolument. Pour revenir planter le décor du sujet qui nous réunit aujourd'hui, qui est le guide touristique. Le guide touristique. Qui est-ce? Qu'est-ce que ça signifie? Absolument. Et comment est-ce qu'on devient guide touristique? Mais ce que font les guides touristiques, c'est ça, nous allons découvrir tout à l'heure, une petite visite touristique à travers cet élément. À quelques kilomètres des grands axes de Toribocito, dans le département de l'Atlantique, une ferme écotouristique attire de plus en plus les attentions. Un site où l'on vient pour se ressourcer, mais aussi pour comprendre comment se construit un tourisme plus durable. Entamons notre visite au milieu des volières. Ici, poulets de diverses races, pintades, canards et dindons cohabitent sous l'œil attentif des éleveurs. On a un couple de grues royales, ceux qui sont en face là. On a un couple de paons qui est là aussi. On a l'aigle royal de la Libye qui est également là. Mis à part ça, on a l'ibis sacré. Donc dans la race des animaux, on a deux catégories. Il y a les herbivores et les carnivores. En plus de ça, on a les deux types d'oies. On a les oies françaises et les oies guinéennes. À quelques mètres, d'autres espèces attirent les regards. Des lapins, des tortues et quelques chevaux. Au centre du domaine, un étang de pisciculture, lieu de production mais aussi de pédagogie. La ferme mise également sur le loisir. Plusieurs aires de jeux y sont installées, une façon d'offrir un moment de détente aux visiteurs tout en rendant la découverte accessible aux plus jeunes. Les jeux que nous voulons faire apprendre à nos enfants qui viennent, c'est de leur apprendre à faire des pépinières, à comment donner à manger aux lapins, comment s'occuper d'une plante. Tout ça là, on est en train de mettre ça en projet pour que quand les enfants viennent, quand ils rentrent avec une plante, ils peuvent s'occuper de ça. Juste à côté, un restaurant qui met en avant les produits de la ferme et de la région. Un choix assumé qui s'inscrit dans une démarche de consommation locale. Et pour ceux qui souhaitent sortir des sentiers battus, des motos et des vélos sont disponibles. Une manière de découvrir la nature environnante en totale liberté, à son propre rythme. De base, c'était une ferme qui était juste pour la famille. Mais avec le temps, on a eu l'idée de faire des chambres. Quand on a commencé à faire des chambres, on s'est dit que les gens pouvaient venir se reposer. Donc c'est là qu'on a commencé à aménager un peu la ferme. Et nous avons commencé à mettre des gazons. Donc on s'est dit qu'on allait faire plus de chambres. Ensuite mettre la restauration pour que les gens puissent venir se reposer comme nous. Dans notre famille, on venait se reposer généralement les week-ends. Donc on s'est dit pourquoi pas faire aussi des chambres ou un espace pour les gens qui souhaitaient venir se reposer aussi. Donc on a rajouté des chambres, nous avons mis un restaurant, un bar. Et c'est là que ça a commencé à grandir. Et c'est là que le plaisir est venu de faire juste
un ressort. Ambaya se veut aujourd'hui un modèle d'initiative locale alliant loisirs, apprentissage et respect de l'environnement. Un lieu où l'on repart avec des souvenirs, mais aussi avec une meilleure compréhension du lien entre l'homme, l'animal et la nature. Jennifer, ça ne te donne pas envie d'aller te promener? Honnêtement, en fait, pas seulement l'envie, je me projetais, je me disais, je me vois dans ces allées-là, dans cette verdure-là. Tout de suite, ça donne envie d'y aller. Hein. Et des espaces comme Ambaya, on en a plein au Bénin. Et, on en a énormément. Mais pour découvrir ces gens du site, on a besoin des guides touristiques. Et c'est d'eux que nous allons parler tout à l'heure en suivant cet élément. Sans prétention, nous en avons tellement qu'aujourd'hui, on a de quoi revendre ce pays à tout, je vais dire, à toute la planète Terre. Aujourd'hui, en termes de potentialité, je peux vous citer par exemple, on a notre culture qui est le vaudou. Et aujourd'hui, c'est ce que nous avons. Et je ne dis pas qu'on n'a pas cette spiritualité dans d'autres pays ou dans d'autres localités, mais le Bénin a compris l'enjeu du développement touristique et le gouvernement a mis beaucoup de moyens pour révéler et pour changer le narratif qui est derrière en réalité ces spiritualités-là. Et en termes de potentialité aussi, on a la chance d'avoir des packs. Aujourd'hui, notre pack est W, même si on a quelques soucis au nord du Bénin, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans tous les pays. Et quand nous revenons au sud du Bénin, nous avons aussi le tourisme balnéaire, qui aujourd'hui, on peut se prétendre avoir des infrastructures pour pouvoir développer ça. Il y a le Club Med qui va s'installer, il y a le terrain de golf qui est en cours, on a Ganvier qui est le village lacustre et on n'en a pas d'eau au monde. Sans prétention, on n'en a pas d'eau au monde. Et ce village aujourd'hui, c'est le site phare aujourd'hui de notre pays. On a Ouida pour parler du tourisme mémoriel, pour parler de la route des esclaves et tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui, le Bénin a tout pour pouvoir rayonner sur le plan touristique dans le monde entier. Déjà, il faut dire que le guide de tourisme, c'est une personne qui accueille et transmet un message, une histoire d'une localité, d'une ville, d'une personne, d'un lieu. Donc, c'est très indispensable d'avoir un guide pour pouvoir visiter un lieu, une localité et tout. Et si vous n'avez pas un guide, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de faire une visite, mais vous êtes en promenade simple. Il rentre en jeu au moment où les visiteurs arrivent, passent par des agences et les agences vont confier ces guides en réalité, ces clients plutôt à des guides. Et ces guides en réalité, c'est à ce moment précis que eux autres ils rentrent en jeu. Et laissez-moi vous dire que c'est le guide qui fait en sorte que l'expérience touristique soit quelque chose d'agréable ou non. S'il lui fait mal son boulot, c'est toute la destination qui prend un coup. Mais s'il fait bien son boulot, il devient l'ambassadeur de son pays. Donc le guide, en réalité, c'est quelqu'un qui décide si le séjour d'un client peut se passer bien ou pas. Être guide de tourisme, c'est pas seulement de montrer les lieux. C'est la personne, en réalité, qui transmet l'âme d'un pays. C'est la personne, en réalité, qui permet la transmission de l'histoire d'un pays, qui permet en réalité de jouer le pont entre les visiteurs et le pays. Ce que le guide vous apporte de plus, c'est beaucoup plus la connaissance de son territoire. L'histoire qu'il transmet, qu'il apprend et qu'il vous donne. Donc, beaucoup plus, c'est une personne qui connaît l'histoire de sa localité et qui va pouvoir partager l'histoire de façon à ce que vous vivez
votre visite, vous vivez l'émotion du milieu où vous êtes allé visiter. Je prends la ville par exemple de Porto Novo. Le guide, normalement, quand il vous prend à Porto Novo, il doit vous, par exemple, vous parler de l'histoire derrière le nom de la ville aux 3 noms, Porto Novo, Achatché, Khorbonu. Il va par exemple vous parler de la migration qui a fondé ce royaume, des ethnies qui, par exemple, sont les premiers, ceux qui ont rejoint ceux-là, de comment la royauté s'est déroulée, le pouvoir royal. Il va vous parler par exemple de l'arrivée beaucoup plus des colonisateurs. Il va beaucoup plus vous parler de la vie communautaire liée à cette localité-là. Donc, le guide, en fait, il vous parle du quotidien d'une localité, d'un fait qui s'est produit ou qui est en train de se produire, parce qu'il ne s'agit pas seulement de raconter, en fait, un lieu, ce qui s'est passé sur un lieu. On peut décrire une animation, par exemple, l'animation du masque Zangbeto. Donc, il va vous dire les différentes étapes, parfois avant que les masques-là ne sortent, le rôle de ces masques-là. Donc, sans en fait un guide, vous n'avez pas toutes ces informations-là. Vous manquez de ces informations, vous regardez seulement et vous continuez. En termes de défis, il faut dire que nous avons beaucoup de défis. Parce que, vous savez, c'est un secteur qui n'était pas très connu en termes de métier de guide. Et donc, aujourd'hui, on a tellement de personnes qui s'intéressent à ce corps de métier, mais qui ne sont pas formées. Donc, on a beaucoup plus des besoins en termes de formation, des besoins en termes d'uniformisation des discours, les besoins d'unité. Je me suis présenté, je suis le président d'une association. Donc, on ressent ce besoin-là qu'on doit se mettre ensemble pour pouvoir marcher ensemble pour que ce métier puisse trouver ses noblesses. Merci pour cette question. Je peux dire oui et je peux dire non. Être guide de tourisme, c'est déjà pas passion. Il faut être passionné pour faire cette activité. Il faut avoir des qualités, je vais dire, des compétences transversales. Ce n'est pas seulement ce qu'on nous apprend à l'école ou ce qu'on peut vous apprendre dans des institutions qui va vous permettre d'être un bon guide. Donc il y a une différence être guide, il y a une différence aussi d'être un bon guide. Le bon guide, en réalité, c'est celui qui peut être prêt à tout gérer, à gérer des situations, je vais dire, très compliquées. Il faut déjà être patient, il faut être quelqu'un qui écoute, il faut être quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui essaye en réalité de comprendre l'autre et d'accepter l'autre. Le guide ne doit pas être dans le jugement, le guide est impartial et pour vraiment répondre de façon claire, tout le monde ne peut pas être guide. Comme je le dis souvent, le tourisme commence par un site, mais il reste gravé dans le cœur quand il y a un guide. J'ai aimé. Ben oui, c'est clair, hein, tout le monde ne peut pas être guide. Absolument. Et les guides doivent garder cette belle âme, et doivent Absolument. garder cet esprit de pouvoir vendre réellement le pays. Parce que pour connaître un pays, pour mieux apprécier la destination d'un pays, notamment le Bénin, puisqu'on parle de Bénin, il faut un bon guide. Et nous disons déjà merci à tous ces jeunes qui s'investissent dans le domaine. Est-ce que vous savez que mon feu père fut guide touristique? Oh là là, c'est pas vrai. Oui, paix à son âme. Mais Adimi. Vraiment, paix à son âme. Mais vous savez, ce métier qui est de plus en plus valorisé, se faisait, on connaissait des guides, mais ce n'était pas, il n'y avait pas autant d'essor autour. Voilà, il n'y avait pas autant d'essor. Ils sont les précurseurs. Ils sont les précurseurs, ils se sont formés parce qu'ils aimaient la culture, ils se cultivaient. Mon papa, je me souviens, était allé jusqu'au Nigeria pour mieux performer son anglais et tout ça. Ah oui.
Et il a beaucoup voyagé à travers le Bénin pour connaître aussi les cultures et les richesses du pays. C'est l'un des plus beaux métiers. C'est l'un des plus beaux métiers. En son temps, on le prenait pour un vagabond. Oh là là. Mais c'est quand il est devenu guide touristique bilingue et qu'on a compris que c'était quand même quelque chose d'important. Juste après lui, il a formé plein de jeunes à Abomey, notamment parce qu'il est resté pendant longtemps. Et je suis sûre que ces jeunes actuellement arrivent à vendre mieux ce métier parce qu'actuellement, je vais dire, on a un peu le Bénin sur oui, vous le voyez avec Romain D'Enfant, que nous avons eu tout à l'heure, avec Boris Edjo-Quintor, qui est d'ailleurs le président de l'association des guides touristiques de Porto Novo. Absolument. Et tout comme il y a aussi plein de femmes dans le métier. N'oubliez pas que je suis l'avocate des femmes. N'est-ce pas? Je vous soutiens, comme d'habitude. Il y a plein de femmes, plein de jeunes femmes qui s'initient à la chose. Il y a tellement de belles choses à découvrir, même dans simplement Cotonou, avec, je crois, certaines guides touristiques de tourisme, parce qu'ils tiennent à préciser cela. Les guides de tourisme, on découvre des lieux ici même à Cotonou qu'on ne s'imaginait pas et qui sont très beaux. Qui sont très beaux. Et il faut signaler qu'aujourd'hui, être guide de tourisme, c'est un métier très valorisant aujourd'hui. C'est devenu hyper valorisant avec, comment je vais dire, tout ce que le gouvernement a mis en place aujourd'hui. Et on a commencé à voir d'ailleurs beaucoup plus leur importance avec le retour des biens culturels. Parce qu'ils ont été beaucoup déployés sur le terrain avec, à cet événement-là. Les jeunes ont commencé à savoir qu'ils ont intérêt à investir dans ce domaine-là. Les écoles, comme l'école du patrimoine culturel à Porto Novo, forment beaucoup de guides et en dehors de l'EPA, il y a beaucoup d'autres écoles. Donc je pense que les jeunes aussi ont compris aujourd'hui que c'est un domaine à investir. Un domaine florissant. Et en dehors des biens culturels, lorsque une célébrité, parce qu'on vend beaucoup le Bénin actuellement, lorsque quelqu'un vient, on les recommande à nos guides de tourisme, à nos guides qui sont là pour ça. Et je pense que quand c'est vraiment bien fait, comme l'a dit le guide Romain D'Enfant tout à l'heure, quand c'est bien fait, il y a toujours ce plaisir-là. Vous allez... Oh, malheureusement, papa n'est plus. Sinon, vous auriez dû lui demander le secret. Moi, je me demande comment ils font déjà pour retenir toutes les histoires, parce qu'à chaque fois, ils vous disent, oui, nous sommes ici, ils racontent l'histoire. À quel moment on arrive à s'inculquer tout ça en tête? C'est vrai que c'est une belle question qui m'a vraiment échappé. On aurait pu lui poser la question. Mais et si on allait faire une immersion dans leur milieu de formation? Ah, ce serait très intéressant. On allait faire semblant d'être aussi guide de tourisme. Alors, on va s'asseoir 2 minutes. Je suis sûre que vous, Ghislaine, vous allez collecter les contacts de personnes ressources parce que pour faire... En tout cas, je suis prête à faire ça. Dans le relationnel public, je sais que j'ai quand même des potentialités. Absolument. Ben, non, c'est sans fausse modestie. Non, je suis d'accord et puis je vous soutiens. Alors, c'était un clin d'œil au guide de tourisme au guide de tourisme à qui je tiens à dire franchement toutes mes admirations ce matin. Merci Ghislaine. C'est tout avec vous pour aujourd'hui. Merci. On se retrouve demain. Bon, là, il va falloir me souffler la couleur que vous voulez porter demain. Parce que, en fait, non, je crois qu'on va laisser, on va laisser le destin faire les choses. On verra bien. Parce que depuis lundi, les couleurs, hier notamment, on était en harmonie, aujourd'hui aussi. Demain, on verra. Agréable suite de journée à vous. Je dis faire agréable suite de journée à vous, chers amis téléspectateurs. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. On marque une courte pause et on installe le prochain plateau Instant Santé. Mesdames, Messieurs, j'ai l'insigne honneur d'accueillir sur ce plateau Christelle Tongodo. Bonjour Christelle. Pourquoi toute cette pédagogie? Bien parce que vous m'avez abandonné pendant très longtemps et puis on se retrouve aujourd'hui sur le plateau, même si on se voit en coulisses. C'est pour la bonne cause. Absolument. C'est un plaisir. En tout cas, de vous avoir avec nous aujourd'hui, et on parle du carême du jeûne musulman. Absolument, on parle du carême du jeûne. Vous savez, le carême et le jeûne ont démarré, voilà, aujourd'hui même. Et pour nos personnes, nos parents vivant justement avec le VIH, des interrogations persistent. Faut-il continuer normalement son traitement? Peut-on modifier les horaires sans risque? Et pour nous éclairer ce matin, j'ai le plaisir de recevoir pour vous Dr Luc Rundior. Il est médecin spécialiste des questions infectieuses et tropicales. Bonjour docteur.
Bonjour Madame Christelle. Comment allez-vous? Je vais bien chez vous. Ça va, merci d'être avec nous. Merci, c'est un plaisir également. Voilà, donc sans plus tarder, on va y aller tout de suite. Le jeûne est-il médicalement contre-indiqué lorsqu'on observe, lorsqu'on a un traitement antirétroviraux? Merci Madame Christelle. Normalement, le jeûne n'est pas contre-indiqué chez une personne vivant avec le VIH, mais il y a des circonstances pour lesquelles on ne recommande pas ce jeûne chez certaines personnes. Et ces circonstances, on peut les citer notamment quelqu'un qu'on vient de dépister, des malades qui sont à un stade avancé de la maladie, et certains patients qui ont d'autres comorbidités associées, le cancer, le diabète et ainsi de suite. Chez ces personnes, on ne recommande pas trop le jeûne parce qu'ils ont déjà une malnutrition et on va aggraver cette malnutrition associée chez ces patients. Donc, on ne les recommande pas le jeûne. Mais normalement, avec un traitement réduit désormais à un comprimé, le jeûne devrait être plus facile, non? Oui, normalement, avec un traitement réduit à un comprimé par jour, le jeûne est plus facile chez une personne vivant avec le VIH. Mais ce n'est pas parce que le traitement est réduit à un comprimé qu'il faut oublier tout ce qui est autre aspect dans la prise en charge du VIH aujourd'hui. D'accord. Alors, un comprimé par jour signifie-t-il, on est tenté de le dire, moins de risques si on oublie une prise pendant le jeûne, Dr Luc? Non, un comprimé par jour ne réduit pas le risque. Au contraire, ce n'est pas parce qu'on est venu à un comprimé par jour aujourd'hui que les molécules qui contiennent le seul comprimé qu'on prend, qu'on les a lâchées. Un comprimé aujourd'hui, dans la majeure partie, c'est une trithérapie. C'est 3 médicaments associés dans un comprimé. Donc, si vous oubliez, c'est comme si vous oubliez déjà les 3 comprimés que vous devez prendre par jour. Donc, le risque, il est réel, comme si vous oubliez plusieurs comprimés. Et d'ailleurs, les oublis répétés sont beaucoup plus dangereux parce que cela va favoriser par la suite les résistances aux médicaments que vous prenez. Et ce n'est pas du tout bon. Et c'est dommage. Oui. Et pourquoi, justement, Christelle, il n'est pas recommandé de jeûner? Est-ce que la nourriture, je ne sais pas, manger, boire, contribue également à renforcer le système? Oui, manger contribue également à renforcer le système immunitaire. Mais je l'ai dit précédemment, le jeûne n'est pas contre-indiqué chez une personne vivant avec le VIH, sauf des situations un peu particulières où on ne recommande pas chez ces personnes de faire le jeûne. Alors, cette autre question, est-ce que le jeûne peut-il provoquer une baisse de défense immunitaire chez le jeune, un PVVIH à qui on vient de détecter le virus? Exactement, le jeûne peut contribuer également à une baisse de l'immunité chez des personnes qui ont déjà une immunité fragile. Donc le jeûne va venir renforcer cette fragilité immunitaire. Donc il faut vraiment, chez ces personnes, il faut éviter le jeûne. Maintenant, la question c'est un jeûne intermittent, c'est-à-dire que ce n'est pas beaucoup... Peut-être jusqu'à midi. Quelques heures de jeûne. Juste une partie de la journée. Juste une partie de la journée. Donc, les risques ne sont pas très élevés, mais ces risques existent réellement. Et qu'est-ce que vous conseillez du point de vue médical? Du point de vue médical, on va peut-être y arriver. Pour ces personnes, il faut en discuter avec le médecin traitant pour mieux faciliter la prise en charge du malade et mieux faire le jeûne si la décision y est prise. Et si la personne y tient. Oui. D'accord. Alors, est-ce que les antirétroviraux ont-ils besoin d'être pris à des heures fixes pour rester efficaces, notamment pendant la période de jeûne? Oui, exactement. Les antirétroviraux ont besoin d'être pris à des heures fixes. On insiste d'ailleurs sur ce paramètre de prise à des heures fixes parce que si vous prenez à des heures intermittentes, il y aura des périodes où le virus il ne sera pas sous contrôle. Et une fois le virus n'est pas sous contrôle, il peut échapper par la suite à ce contrôle que vous voulez en utilisant les antirétroviraux. Donc, vous ne pouvez pas ne pas respecter aujourd'hui les heures de prise. On insiste réellement sur les différentes heures de prise pour pouvoir éviter les résistances, surtout que la manœuvre thérapeutique aujourd'hui en matière de prise en charge du VIH, la manœuvre thérapeutique est très limitée. Et quelles sont ces résistances qu'on pourrait observer alors? Les résistances auxquelles on est confronté aujourd'hui, c'est les résistances aux antirétroviraux. Et la résistance aux antirétroviraux
demeure un problème majeur aujourd'hui parce que non seulement on n'a plus beaucoup de médicaments qui marchent dans nos contextes, et s'il y a des résistants aux médicaments qui existent, vous voyez que dans l'avenir, on aura du mal à prendre en charge les patients vivant avec le VIH. Et l'objectif actuel, c'est d'éliminer la transmission et autres. Donc, on évite de bousiller la thérapie qui est déjà en place en mettant l'accent sur la bonne prise, le respect des heures de prise chez ces patients. Est-ce qu'il existe des traitements antirétroviraux incompatibles lorsqu'on observe une longue période sans nourriture? Merci, Madame Christelle. Effectivement, il existe des traitements antirétroviraux qui ne sont pas compatibles avec le jeûne. Il y a notamment ceux qu'on utilise pour la deuxième ligne de traitement, les inhibiteurs de protéase, l'opinavir, ritonavir, ainsi de suite, Ataza qui n'est pas qu'on utilise. Qu'on ne recommande pas. Ce sont des médicaments un peu plus spécifiques, mais qui ont besoin de la nourriture pour une bonne absorption dans l'organisme. Et ces médicaments également ont des effets secondaires un peu toxiques sur le système digestif et la nourriture contribue à réduire le risque de développer ces effets secondaires qui peuvent obliger le malade à refuser de prendre le traitement ou bien à ne pas. Vous prenez un traitement, vous avez des nausées, vous avez des vomissements. On a des malades, quand ils viennent, docteur, je n'en peux pas, j'ai dû arrêter. Et arrêter, c'est ce qu'on ne veut pas aujourd'hui. Il faut que le traitement soit adapté. C'est pour cela que toutes les réformes, toutes les recherches vont dans ce sens. Comment trouver des thérapies qui seront plus faciles pour le malade, notamment dans la prise. C'est pour cela qu'on est parti sur les recherches sur les formes injectables, les formes sur de longue durée, pour pouvoir mieux prendre le traitement et éviter les résistances et leur permettre une meilleure vie. N'oubliez pas que avaler un médicament tous les jours, c'est toujours pénible. C'est pénible, tout à fait. Vous avez dit précédemment que le jeûne n'handicape pas le traitement. Est-ce que cela voudra dire, docteur Luc, qu'une personne qui est malade, un sujet PV-VIH peut décider d'aller délibérément au jeûne sans justement avis médical préalable? Alors, une personne malade ne doit pas à lui seul décider de commencer sur un jeûne sans l'avis d'un personnel. En aucun cas. Même quand vous avez parlé tout à l'heure d'un organisme plus fragile, quand l'organisme quand même n'est pas trop fragile? Non, je ne le conseille pas. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que chez les personnes vivant avec le VIH, c'est pas parce qu'on se sent toujours physiquement prêt que tout ce qu'il y a à l'intérieur est prêt. Il y a, avant d'être clinique, souvent, l'échec est virologique, immunologique, avant qu'on ne ressente l'effet du VIH. N'oubliez pas que dans l'histoire naturelle du VIH aujourd'hui, la maladie évolue sur plusieurs années. Et pendant tout ce temps, on ne ressent rien. Mais la maladie, le virus dans notre corps se multiplie de façon anarchique. Et c'est quand ce virus arrive à détruire toutes nos cellules de défense qu'on commence par ressentir petit à petit l'effet de l'immunodépression sur l'organisme, ou carrément les maladies opportunistes qui profitent de cette période pour commencer par s'installer. Donc, je recommanderais à toute personne vivant avec le VIH de discuter avec son médecin pour pouvoir entamer un jeûne sûr et bien contrôlé. Alors, Christelle, je suis curieuse de savoir quand même, lorsqu'on va vers le médecin traitant et qu'on arrive à obtenir son OK, vous donnez le feu vert, mais qu'une fois le jeûne entamé, on se rend compte qu'on a quand même, on n'arrive pas à tenir, on a peut-être des séquelles. Vous avez parlé d'autres réalités tout à l'heure, j'ai peut-être le vertige, tout ne va pas. Est-ce que j'essaie de tenir ou est-ce qu'il faut... il faut arrêter tout de suite. Arrêter tout de suite. Oui. Si vous développez des effets secondaires pendant le jeûne, il faut l'arrêter. D'accord. Il faut l'arrêter. Et puis, n'oubliez pas que le traitement antirétroviral, il est vital. Le jeûne, il est spirituel. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas pu faire le jeûne pour cette année que votre sort est déjà scellé. Donc, il faut faire le bon choix, en fait. Et si vous n'arrivez pas à supporter le jeûne, je crois que la majeure partie des religions aujourd'hui recommandent... sont tolérants à cet effet-là, en cas de maladie. Donc, en cas d'effet indésirable, il faut... grave, que vous ne pouvez pas... Il faut arrêter le jeûne et manger. D'accord. Une interruption du traitement, docteur Luc, peut-elle favoriser la transmission du virus, même s'il s'agit d'un porteur contrôlé?
Oui, une interruption du traitement favorise la transmission du virus. Je vous explique, quand vous arrêtez le traitement, parce que le but du traitement, ce n'est pas de guérir la maladie, c'est de contrôler la multiplication virale. Si vous arrêtez le traitement, c'est-à-dire si vous arrêtez le contrôleur, ça reprend, la multiplication reprend. Et ce qui se passe, qu'on a remarqué dans cette situation, c'est que quand on arrête le traitement, la multiplication virale devient plus massive. Et bonjour les dégâts par la suite, puisqu'il y a plus de virus qui se multiplient. Le système immunitaire va s'effondrer au fur et à mesure et les opportunistes vont se greffer parce qu'ils vont trouver la possibilité de faire mal à l'organisme. Est-ce qu'il existe des moyens d'adapter le traitement aux jeunes? Quelqu'un qui tient coûte que coûte à observer son jeûne. Quelqu'un qui tient à observer son jeûne, adapter le traitement, oui. Okay. Je ne dirais pas à changer de traitement, parce que je l'ai dit tout à l'heure, les manœuvres thérapeutiques dont on dispose aujourd'hui sont très limitées. Aujourd'hui, si vous grillez 1 ou 2 lignes, vous êtes... Il faut faire très attention. C'est vraiment difficile. Donc, on ne va pas changer de thérapie. On va plutôt adapter peut-être les heures de prise des médicaments. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Si j'ai l'habitude de prendre mon traitement à 20h, ou non, si j'ai l'habitude de prendre mon traitement à midi, on peut voir si on peut ramener ce traitement à 20h, si on peut ramener ce traitement peut-être un peu plus tôt pour ceux qui mangent le matin avant de commencer. Donc, on essaie de réadapter le traitement pour pouvoir vous permettre de faire votre jeûne sans problème. D'accord. D'accord, donc ce sont des astuces à observer, à prendre en compte. Voilà, pour bien passer ces temps de jeûne. Et quelles sont les conditions dans lesquelles un PV-VIH peut faire le jeûne sans altérer sa santé? On l'a déjà énuméré au départ, mais on revient rapidement. Alors, pour une personne vivant avec le VIH, pour mieux jeûner, moi, je conseille d'abord d'aller vers votre médecin. Avis médical, très important. Vous en discutez. Ensuite, il faut être psychologiquement prêt, mentalement d'abord prêt pour faire votre jeûne. Et physiquement prêt, il faut avoir un organisme qui soit prêt pour le jeûne. Et à la fin, il faut que, avec votre médecin, vous voyez si vos conditions immuno-virologiques permettent de faire un jeûne aujourd'hui. Je m'explique. Votre taux d'immunité doit être un peu plus élevé et la charge virale doit être contrôlée. La quantité de virus dans votre corps doit être contrôlée par les médicaments. Là, on sait que l'organisme est apprêté. L'immunité est suffisamment bonne pour pouvoir tenir le jeûne. Mais si on fait un jeûne aujourd'hui sans un avis médical, on peut être contrôlé virologiquement sans être contrôlé sur le plan immunitaire. La charge virale est contrôlée, mais les CD4 ne montent pas. Alors, vous lancez dans un jeûne, il y a une malnutrition que le VIH entraîne en bas. Vous allez aggraver cette malnutrition. Ça va fragiliser encore plus l'organisme et vous êtes à but de développer d'autres infections opportunistes qui auraient pu être contrôlées si l'immunité était très bonne. Est-ce que l'avis médical ou les recommandations en temps de jeûne surtout ou pas est différent selon le profil? Je veux parler peut-être lorsqu'on fait face à un homme de certain âge, qu'on est au début également ou pas. Oui, exactement. L'avis médical diffère selon chaque malade. Comme on le dit, les malades se prennent au cas par cas. Quand vous voyez un malade en phase SIDA, vous ne pouvez pas le prendre comme si vous voyez un malade qui a fait son dépistage de façon fortuite au début de sa maladie. Parce que quelqu'un qui a la phase SIDA, probablement vous le retrouvez avec des opportunistes et autres. Vous n'allez pas le prendre comme quelqu'un que vous retrouvez qui a... Permettez les opportunistes pour ceux qui n'ont pas forcément compris le jargon. Alors, les maladies opportunistes, pourquoi on les appelle des maladies opportunistes? Ce sont des maladies qui... Normalement, on ne doit pas les développer en fait. D'accord. Et compte tenu de l'immunité de l'organisme qui est faible, ces maladies ne sont plus contrôlées par l'organisme. Et notamment, le chef de file, c'est la tuberculose. Ah, d'accord. La tuberculose qui se révèle, c'est souvent en Afrique le premier
facteur de découverte du VIH. On l'appelle le mari et la femme. Le mari, c'est le VIH et la tuberculose, c'est la femme. On se retrouve le plus souvent avec une co-infection tuberculose-VIH ou une tuberculose qui révèle un VIH qui était déjà caché. D'accord. Alors, comment se présente l'état des lieux aujourd'hui, docteur? L'état des lieux... Est-ce que le taux régresse ou bien... Aujourd'hui, il y a ce que l'OMS appelle le 90-90-90. Je vous explique, 90% des personnes vivant avec le VIH doivent connaître leur statut. 90% des personnes vivant avec le VIH doivent avoir un traitement antirétroviral. Et 90% des personnes sous traitement antirétroviral doivent avoir leur charge virale qui est contrôlée. Ça, c'est dans le meilleur des mondes et dans la réalité. Dans la réalité, au Bénin, je crois, on est déjà proche d'atteindre cet objectif de 90-90. On est autour de 85% en moyenne. Dans chaque rubrique aujourd'hui au Bénin, on a vraiment évolué. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui au Bénin, le gouvernement fait des actions très élevées pour les personnes vivant avec le VIH. Il y a tout un décret même qui est sorti et c'est vraiment salutaire. Tout ce que le gouvernement fait aujourd'hui pour que ces personnes aient de meilleures conditions de vie, de meilleures conditions socio-professionnelles. Et c'est vraiment salutaire pour le gouvernement. Là, je suis agréablement surprise parce que quand vous parlez de personnes qui doivent connaître leur statut, moi je pense plutôt que certaines personnes sont réservées. On entend parfois dire, à chaque fois que vous faites votre test, ce que vous recherchez, vous finirez par le découvrir. Des petites piques comme ça qui tendent à faire, je ne dirais pas à décourager, mais à retarder cet élan vers le dépistage. Alors aujourd'hui, j'invite tout le monde à connaître son statut. C'est sine qua non, c'est obligatoire. D'accord. Plus vite vous connaissez votre statut, mieux vous vivrez. Si vous ne le connaissez pas, ce statut, vous allez traîner avec la maladie, vous allez partager la maladie autour de vous. Et demain, on vous retrouve peut-être à une phase avec des opportunistes qu'on ne peut même pas traiter parce que ce n'est pas toutes les opportunistes qu'on peut traiter dans notre condition. Il y a des médicaments qui n'existent pas dans notre condition. Et si vous savez déjà cela, c'est mieux d'aller vous faire dépister et de vous dépister de façon périodique. Quelle peut être la périodicité? Vous pouvez vous dépister une fois l'année. Une fois l'année, tout au moins, ou chaque 6 mois pour ce qui est recommandé. On dit ce que vous cherchez, vous allez finir par retrouver ça. Mais si tu prends tes précautions, parce que... Si tu y vas tôt, si tu y vas tôt, c'est mieux. En Afrique, aujourd'hui, je crois que les différents systèmes sanitaires se basent plus sur la prévention parce qu'on n'a plus beaucoup de moyens thérapeutiques aujourd'hui. Donc, on va aller sur la prévention et rester beaucoup plus sur la prévention de tout ce qui est infection. Ça permettra d'avoir un monde meilleur pour demain. Si on va se dire, on va attendre, bon, on finira pas tous mourir. Et il faut le dire, il y a plusieurs types il y a plusieurs affections ou maladies plus redoutables que le VIH aujourd'hui. Donc, ce n'est plus un mythe. Il faut aller vraiment se faire dépister pour ne pas contaminer, mettre la vie de ses proches en danger, tout simplement. Voilà. On a fini pour aujourd'hui, Jennifer Sachivi. Très important, hein, quand même, le VIH reste quand même un sujet, même si on fait tout pour qu'il n'y ait plus de tabou aujourd'hui, qui est quand même un tant soit peu délicat. Donc, il est essentiel d'en parler. Merci aux médecins et à vous également, Christelle, d'avoir pensé à cette personne-là en cette période. Je pense que chacun va prendre la décision qui l'arrange, aller voir son médecin traitant et surtout savoir s'il faut jeûner ou pas. Et je retiens qu'il faut se dépister, n'est-ce pas? Il faut se dépister, chaque 6 jeûner, mois ou chaque... mais pas sans avis médical. Pas sans avis médical. Merci encore à vous, Christelle Tongodo. Ce sera tout avec vous aujourd'hui. On vous raccompagne, on se retrouve... demain? Peut-être demain. Oh là là, je suis gâtée. Je suis gâtée aujourd'hui. On verra bien. En tout cas, je l'espère. J'aime bien vous avoir avec moi par ici. N'est-ce pas? Merci Christelle. On voit donc et on installe le prochain plateau. La revue de presse, c'est avec Marcel Arossi. Marcel, bonjour et bon carême à vous. Vous jeûnez? Bien sûr, je jeûne. Ah, bravo.
Nous allons vérifier, hein, nous allons avoir l'œil sur tout Déjà ça. à partir de la soirée, autour Ah de oui. 18h, il faut voir si je n'ai pas une trace de couleur De cendre, sur n'est-ce mon pas? front ou pas. Bravo Marcel. Alors on y va pour la revue de presse. Eh bien, bonjour à tous. L'histoire en marche au Bénin ne mérite-t-elle pas d'être questionnée? Oui, au majuscule, répond l'ensemble de la presse béninoise ce matin. Gaskiani Info annonce la couleur, une onde de choc positive. Le journal proclame la fin d'une époque, celle où la jeunesse était reléguée au second rôle, et salue l'irruption d'une génération qui prend les rênes. Le quotidien décrit une mue, presque une métaphore politique. Dans un Bénin où plus de 60% de la population a moins de 25 ans, le journal estime intenable l'ancien modèle. Alors, il applaudit la jeunesse, ne demande plus la parole, elle exerce tout simplement le pouvoir aujourd'hui. Et derrière cette transition, Gaskiani Info désigne un architecte politique, Patrice Talon. Le chef de l'État aurait, selon le journal, fait le pari de la sève montante. Un pari audacieux, un pari stratégique, un pari générationnel. Des plaines du Mono aux montagnes de l'Atakora, des rives de l'Ouémé aux savanes du Borgou, le quotidien voit s'installer une gouvernance d'action. Moins de promesses, plus de résultats, moins de discours, plus de chantiers. Gaskiani Info trace une perspective. Confier l'avenir à la jeunesse, c'est refuser la répétition des impasses. Mais le journal prévient tout de même, l'enthousiasme ne suffira pas. Il faudra transformer l'espoir en infrastructure, les slogans en service public, les rêves en réalité tangible. En déroute électorale, l'heure des choix pour les opposants, changement de ton. La presse du jour constate une absence dans les conseils communaux. À l'Assemblée nationale, l'opposition est invisible. Le journal dresse un constat sévère. Sauf cataclysme, dit-il, l'opposition ne pèsera pas du tout dans la prochaine présidentielle. Il cite la Foscori pour un Bénin émergent. Il évoque le duo Wadaini-Talata. Il s'interroge à haute voix, les jeux sont-ils déjà faits? Alors, le quotidien pose la question que beaucoup murmurent, que feront les opposants? Resteront-ils dans l'attente? Traverseront-ils le désert politique pendant 6 ou 7 ans ou rejoindront-ils la rivière du pouvoir? Point d'interrogation. La presse du jour évoque des rumeurs, parle de ralliement possible, mais le journal ne tranche pas. Il laisse la question suspendue. Et ce suspense politique nourrit déjà les conversations. Fraternité, lui, refuse l'enthousiasme facile. Il ramène les chiffres à la table. À l'Assemblée nationale, 28 femmes sur 109 députés, le seuil du tiers toujours hors d'atteinte. Dans les communes, 4 maires sur 77. Bénin intelligent va enfoncer le clou. Pourquoi l'alternance générationnelle a-t-elle si bien fonctionné quand l'alternance genre piétine encore? L'égalité femmes-hommes reste largement absente de la répartition réelle des instances de décision locales et nationales. Les lois existent, les intentions aussi, mais dans les urnes et dans les bureaux des partis, le réflexe masculin reste bien dominant. La parité en politique au Bénin est comme un combat de deuxième mi-temps, poursuit Bénin intelligent. Fraternité revient parler de rendez-vous manqué. 5 ans après la loi, le choc attendu n'a pas eu lieu. Le quotidien analyse sans détour. Le cadre juridique existe, d'accord, les tests sont là, mais la mobilisation reste timide. Le débat, dit-il, ne se joue pas seulement dans les lois, mais dans des partis, sur les listes, dans l'engagement concret. Fraternité interroge une réalité sociale. La politique exige du temps, elle expose, elle fatigue. Et pendant que les débats s'enflamment sur les réseaux sociaux, les sièges électifs, eux, se disputent ailleurs. Le journal lance presque un appel. Ce matin, la représentativité ne se décrète pas, elle se conquiert. Ainsi va la presse ce matin. Merci beaucoup à vous, Marcel, pour tout le tour, toutes ces infos assez intéressantes. Et vous continuez demain, n'est-ce pas? On se retrouve demain avec le même plaisir. Bien sûr, avec le même plaisir, la même énergie, je le dirais même punch. aux téléspectateurs, si j'ai vu un cendre, du cendre sur votre front ou pas, puisque vous avez parlé en direct, n'est-ce pas?
Bien sûr. Et puis, vous n'avez même pas besoin de le leur confirmer. N'est-ce pas? Les téléspectateurs me connaissent, ils savent que je suis Vous êtes assez pieux. Mais avant de nous quitter et de conclure, Marcel, oui. On se demande quand même tout ce travail qui est abattu par chacun, bien évidemment. On vous voit à la revue, aux 23h30. À quel moment, puisque c'est l'actualité aujourd'hui, à quel moment vous jeûnez? Et vous vous privez de manger? Comment vous vous jeûnez? Vous savez, vous posez la question à n'importe quel journaliste aujourd'hui encore de la télé, ils vous diront que manger, le rendez-vous avec le manger... c'est assez compliqué par ici, donc nous sommes un peu habitués. Mais il faut bien qu'on s'organise et qu'on essaye de prendre soin de l'organisme. Parce que manger n'est pas seulement un besoin de remplir le ventre, mais c'est aussi prendre soin de sa santé. Donc forcément, on essaie de s'organiser, même quand c'est difficile. J'avoue que c'est bien difficile. J'imagine. Mais bon, on n'a pas le choix. Vous tenez, vous le faites déjà si bien. Alors, un Marcel pieux en cette saison, vous l'êtes d'habitude. Voilà, nous sommes en direct, donc à demain Marcel. Tu sais, des collègues m'appellent le très saint. Les très sains, n'est-ce pas? Bien sûr. D'accord, entre parenthèses. À demain, mesdames, messieurs, c'est tout pour Bonjour le Bénin de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Donc, on se retrouve demain, toujours avec le même plaisir.